Bonjour à tous, cette capsule vidéo traitera des réactions de substitution et d'élimination des halogénures d'alkyles. Plus précisément, dans cette deuxième partie, nous allons parler des réactions de substitution nucléophile. Nous avons déjà vu dans le vidéo précédent qu'il y a deux classes de réactions qui sont en compétition lorsqu'on parle des halogénures d'alkyles. On a premièrement vu qu'il y a les réactions d'élimination dans lesquelles on a premièrement un hydrogène ici qui va être éliminé et l'halogénure pour venir former une double liaison. La deuxième catégorie de réactions, c'est les substitutions. Donc, dans une substitution, ce qui va se produire, c'est qu'on va avoir un nucléophile qui va tout simplement venir prendre la place de notre halogène pour donner un produit dans lequel on va avoir le nucléophile qui va simplement s'être attaché à notre alkyle. Ce qui est important de comprendre lorsqu'on parle d'halogénure d'alkyle, c'est que l'halogénure comme telle, qui est représentée par un X ici, qui peut être soit le fluor, le chlore, le brome ou l'iode, va généralement être plus électronégatif que le carbone. En fait, le fluor, le chlore et le brome sont tous plus électronégatifs que le carbone, ce qui va venir faire une polarisation de la liaison. Donc, je vais avoir une charge partielle positive qui va venir se placer sur le carbone et une charge partielle négative qui va venir se placer sur l'halogène. Étant donné qu'il y a une charge partielle positive sur le carbone va donc préférer recevoir des électrons et va donc agir comme électrophile. Lorsque notre halogène va être un iode, par contre, l'électronégativité va être très semblable à celui du carbone. Donc, à ce moment-là, ce qui va se produire, on pourrait s'attendre à ce que les réactions ne pourraient pas vraiment se faire dans le cas des substitutions. Par contre, en réalité, ça va bel et bien se faire, étant donné que l'iode va être très polarisable, ce qui veut dire que son nuage d'électrons peut facilement venir se déplacer, ce qui va favoriser les réactions de substitution. Donc, les réactions de substitution nucléophile vont souvent être représentées à l'aide des abréviations SN, 1 ou 2, dépendamment de la réaction. Dans le cas de la substitution nucléophile 2, on va représenter ça par SN2, S pour substitution, N pour nucléophile, et le 2 nous dit qu'on a une étape déterminante ou l'étape lente qui est bimoléculaire. Donc, justement, pour ce qui est de la réaction de substitution nucléophile 2, ce qui va se produire au cours de la réaction, c'est que je vais avoir un nucléophile. Dans le cas présent ici, notre nucléophile, c'est le OH- ici, qui va venir prendre la place dans ce cas-ci, d'un halogène qui est le brome. Donc, ce qu'on voit dans les produits, c'est simplement que le OH ici a pris la place du brome et le brome a été éjecté de la molécule avec une charge négative. Pour ce qui est du mécanisme de cette réaction-là, la première étape va être la suivante. Donc, je vais avoir mon nucléophile qui va être riche en électrons, qui va venir ici et qui va venir attaquer le carbone qui supporte l'halogène. Ensuite, vu que je viens de former une nouvelle liaison avec ce carbone-ci, je dois venir briser une liaison et les électrons de ma liaison carbone-halogène vont atterrir sur mon halogène qui va être éjecté de la molécule. Donc ici, je vais avoir formé une liaison entre mon nucléophile et mon carbone et je vais avoir brisé la liaison entre le carbone et l'halogène. L'halogène va donc avoir été éjecté. Ce qu'il va y avoir de particulier dans le cas des substitutions nucléophile 2, c'est que si j'ai un centre asymétrique sur le carbone qui supporte l'halogène, donc ça serait le cas du carbone ici où A, B et C seraient des substituants qui seraient différents. Donc si j'ai un centre asymétrique ici, ce centre asymétrique-là va se voir être inversé. Donc ici, par exemple, si j'avais un carbone asymétrique R, une fois que la réaction s'est produite, je vais avoir un carbone asymétrique S. La raison de ça est que ici, la liaison entre mon nucléophile et le carbone va se faire du côté opposé à celui de l'halogène. Donc ici, si le nucléophile vient faire une liaison ici, tous les substituants vont comme s'en aller de l'autre côté. Fait que je vais avoir mon B ici, le C et le A. Ce qui va venir faire ici un centre asymétrique qui va être inverse à celui du départ.
La substitution nucléophile 2, SN2, va être favorisée par, premièrement, un électrophile avec peu d'encombrement stérique, avec un bon groupement partant et aussi va être favorisé par un bon nucléophile. On va voir chacun de ces critères-là en détail. Donc, premièrement, un électrophile avec peu d'encombrement stérique va favoriser une réaction de SN2. Donc, si on regarde par exemple les exemples qu'on a ici, on a premièrement l'halogénure de méthyle. On a deux halogénures primaires, dont le premier est moins encombré que le deuxième. On a une halogénure secondaire et une halogénure tertiaire. Ce qu'on observe, c'est que lorsque j'ai l'halogénure de méthyle, qui est très très peu encombrée, la réaction va être nettement plus rapide que dans notre cas de référence qui va être l'halogénure secondaire. La façon qu'on peut venir expliquer ça, c'est que si j'ai un halogénure de méthyle, ça va être très très peu encombré. Ça va donc être beaucoup plus réactif. Si j'ai par contre un halogénure tertiaire, ce qu'on voit ici, c'est que la réaction se fait à une vitesse tellement faible qu'on ne peut même pas la mesurer. Autrement dit, avec un halogénure tertiaire, je n'aurai tout simplement pas de réaction de SN2. On observe aussi que entre deux halogénures ici qui sont tous les deux secondaires, je vais avoir une vitesse qui est plus rapide pour celui qui est le moins encombré par rapport à celui qui est le plus encombré. Tout ça est tout simplement parce qu'un halogénure de méthyle est moins encombré qu'un halogénure primaire, qu'un halogénure secondaire et encore moins encombré qu'un halogénure tertiaire. Donc, l'halogénure tertiaire qui est plus encombré va être moins réactif. C'est facile de voir cet effet-là lorsqu'on regarde ce qu'on appelle l'état de transition. Fait que si on regarde cette réaction-là un petit peu plus en étapes détaillées, on a premièrement, on se souvient là, de la liaison qui va venir se former ici entre mon nucléophile et le carbone qui supporte l'halogène. Donc, on voit ici là, ce qu'on appelle notre état de transition où j'ai une liaison qui est en train de se former et une liaison qui est en train de se briser. L'état de transition, ça va être dans le fond comme une genre d'étape intermédiaire entre les réactifs et les produits. C'est bien important de ne pas mélanger avec un intermédiaire de réaction qui va être relativement stable parce que dans le fond, l'état de transition, là, c'est vraiment là, qu'est-ce qu'on a de moins stable au cours de notre réaction. Donc, si je regarde par exemple l'état de transition qui correspondrait à, ici, ça va être l'halogénure de méthyle. Donc, l'halogénure de méthyle, ici, j'ai 3 hydrogènes qui sont liés à mon carbone. Si je regardais plutôt l'état de transition qui serait celui d'un halogénure tertiaire, je verrais que ici, j'ai 3 carbones, dans ce cas-ci, qui sont 3 méthyles, mais ça pourrait être des substituants encore plus gros. Donc, on voit ici là, que ces 3 carbones-là, avec leur hydrogène, vont prendre vraiment beaucoup d'espace qui va venir créer un encombrement stérique autour du carbone central. Fait que dans le fond, ici, là, on voit que à cause de cet encombrement-là, notre nucléophile va avoir beaucoup plus de difficultés à venir approcher le carbone parce qu'il va avoir, comme dans le fond, des hydrogènes qui vont venir entrer en interaction là, avec notre nucléophile qui veut rentrer. Donc, à ce moment-là, à cause de cette approche-là qui serait plus difficile dans le cas de notre halogénure tertiaire, c'est pour ça ici que ça va être très très lent avec un halogénure tertiaire, une réaction de SN2, tandis que ça va être beaucoup plus rapide avec un halogénure de méthyle qui est nettement moins encombré. À ce moment-là, on va donc dire que l'halogénure de méthyle, qui est moins encombré, va être beaucoup plus réactif que notre halogénure tertiaire ici, qui est beaucoup plus encombré. La réaction de SN2 va aussi être favorisée par un bon groupement partant. Donc, si on regarde ici des réactions qui sont semblables, mais dont l'halogénure est différent, donc dans tous les cas, on a une réaction qui va se faire avec OH- comme nucléophile. Donc, si on compare les deux extrêmes, soit l'iode et le fluor, on va observer qu'avec l'iode, la réaction va être 30 000 fois plus élevée que le fluor, ce qui est vraiment très important. Et ça, la raison à ça, ça va être que dans le cas de l'iode, on a un meilleur groupement partant que dans le cas du fluor. Ça ici, ça peut être un petit peu contre-intuitif parce que dans le fond, quand on pense à des liaisons carbone-iode et carbone-fluor, on sait que le fluor est beaucoup plus électronégatif que l'iode. Donc, à cause de ça,
la liaison carbone-fluor va être nettement plus polarisée. Donc, les électrons vont être beaucoup plus proches du fluor dans le cas de cette liaison-là que dans la liaison carbone-iode. Ce qui va faire que la polarisation ici va être beaucoup plus faible. On pourrait donc penser que, vu que les électrons sont plus proches du fluor, on pourrait penser que ça serait un meilleur groupement partant, mais ce n'est pas ça, en fait, qui va venir influencer si on a un bon groupement partant ou non. En fait, ce qu'on va plutôt venir observer, c'est les longueurs de liaison. La liaison carbone-iode, étant donné que l'iode a beaucoup plus d'électrons que le fluor, la liaison carbone-iode va être beaucoup plus longue que la liaison carbone-fluor. Donc, la liaison carbone-iode a 214 picomètres, tandis que la liaison carbone-fluor qui a 139. Donc ici, l'iode étant plus loin du carbone, il va donc pouvoir plus facilement quitter la molécule. On pourrait aussi parler des énergies de liaison. Ici, on va voir que l'énergie de liaison carbone-iode va être nettement plus faible que l'énergie de liaison carbone-fluor. Puis, dans le fond, ici, on pourrait donc dire que ça va prendre moins d'énergie pour venir briser la liaison carbone-iode que pour venir briser la liaison carbone-fluor. On pourrait aussi dire que l'iode est plus polarisable, ce qui veut dire que étant donné que l'iode a plus d'électrons, c'est plus facile pour l'iode, par exemple, de moduler, de déplacer ses électrons et de, dans le fond, venir modifier le nuage électronique. Donc, à l'approche du nucléophile, les électrons vont plus facilement pouvoir se déplacer vers l'iode, vont donc pouvoir se rapprocher plus de l'iode et finalement, l'iode va pouvoir quitter la molécule plus facilement. C'est pour ça que l'iode va être un meilleur groupement partant, ce qui va venir accélérer la réaction de substitution nucléophile 2. Les réactions de SN2 vont aussi être favorisées par un bon nucléophile. Pour déterminer si on a un bon nucléophile ou non, on va suivre cette règle-ci. En général, plus qu'un nucléophile est basique, plus qu'il va être un bon nucléophile. C'est un petit peu difficile de prendre une liste de nucléophiles puis les classer par ordre, lesquels sont les plus nucléophiles, lesquels le sont le moins. Par contre, c'est assez facile avec deux substances qui ont quand même un lien un avec l'autre. Donc, c'est facile de dire lequel va être plus nucléophile et lequel va l'être moins. Comme par exemple, si on compare OH- et la molécule d'eau. OH- est évidemment plus basique que l'eau, donc OH- va être un meilleur nucléophile. C'est la même chose ici avec notre ion ici qui est un alcoolate par rapport à un alcool. Donc ici, on a CH3O-. Ici, CH3OH, CH3O- est plus basique, donc plus nucléophile. On pourrait aussi faire la même réflexion avec les amines et l'anion correspondant. Ce que ça va avoir comme conséquence sur notre réaction de SN2, c'est que, par exemple, si on regarde la réaction qu'on voit ici, si je prends comme nucléophile le OH-, la réaction va pouvoir se faire assez facilement avec un mécanisme de SN2 pour ici le bromoéthane. Donc, je vous rappelle le mécanisme. Je vais avoir premièrement mon nucléophile qui va venir attaquer mon carbone qui supporte le brome. Et finalement, le brome va quitter la molécule pour donner les produits qu'on voit ici. Donc, où j'ai tout simplement le OH qui est venu prendre la place du brome. Si je voulais faire cette réaction-là maintenant avec l'eau, ben j'aurais tout simplement pas tendance à faire réagir cette réaction-là selon le mécanisme de SN2. Ça ne veut pas dire que la réaction ne se ferait pas, mais tout simplement que le mécanisme, dans ce cas-ci, ne serait pas un mécanisme de SN2. Notre deuxième type de substitution nucléophile va être la substitution nucléophile 1 ou SN1. Donc, S pour substitution, N pour nucléophile et 1 pour nous dire que c'est l'étape déterminante ou l'étape lente va être unimoléculaire. La réaction va être assez semblable que la réaction qu'on avait vue dans le cas de la réaction de SN2 au niveau de ce qui va se passer au cours de la réaction. Donc, je vais avoir un halogénure ici, qui dans ce cas-ci est un halogénure tertiaire. Ça va être très important dans quelques minutes. Mon nucléophile ici va être un nucléophile qui est moins bon, soit par exemple de l'eau. Et ici, on va voir que le OH de l'eau va venir prendre la place du bromure ici. Et finalement, je vais former HBr ici. Le mécanisme de SN1 va débuter de la façon suivante. Donc, je vais premièrement avoir un bris de liaison carbone-halogène, ce qui va venir former un carbocation.
Je vous rappelle que cette première étape est vraiment identique à la première étape du mécanisme d'élimination 1 qu'on a vu dans la vidéo précédente. L'étape suivante, par exemple, va être différente. Ce qui va se produire, c'est que je vais avoir mon nucléophile qui va venir attaquer le carbone de mon carbocation pour venir finalement former un produit auquel mon nucléophile va s'être lié au carbone. Par contre, on remarque ici que mon carbocation va avoir comme deux faces. Il y a une première face ici que j'ai attaquée là, dans le premier mécanisme, mais je pourrais venir attaquer aussi de l'autre côté avec mon nucléophile, ce qui viendrait plutôt former le produit que vous voyez ici. Dans le premier cas, j'aurais par exemple un produit qui serait R. Dans le deuxième cas, j'aurais un produit qui serait S. En fait, ce qui va se produire lorsqu'on va faire le mécanisme de SN1, c'est que je vais avoir un mélange racémique comme produit final. Fait que qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est que je vais avoir un mélange qui va avoir 50% de produit R et 50% de produit S. La réaction de substitution nucléophile 1 va être favorisée par plusieurs critères. Premièrement, si j'ai un halogénure d'alkyle qui est plus encombré. Ensuite, ça va être favorisé aussi si j'ai un bon groupement partant. Par contre, dans ce cas-ci, le nucléophile n'aura aucune influence sur la vitesse de la réaction. Donc, si on regarde le premier critère un peu plus en détail, on voit qu'en fait, un halogénure d'alkyle qui est plus encombré va favoriser la réaction de SN1 parce que dans le fond, je vais avoir un carbocation qui va être formé, qui va avoir une plus grande stabilité, comme par exemple un carbocation sur un carbone qui est tertiaire. Donc, je vous rappelle, la première étape de la réaction est la suivante. Donc, j'ai un bris de la liaison carbone-halogène. Donc, dans cette étape-là, qui est mon étape lente, qui est l'étape déterminante, c'est elle qui va vraiment déterminer la vitesse de la réaction. Donc, ici, j'ai la formation d'un carbocation. Je vous rappelle qu'un carbocation qui est tertiaire va être plus stable qu'un carbocation qui est secondaire et finalement, un carbocation secondaire va être plus stable qu'un carbocation qui est primaire. Si lors de ma première étape, j'ai un carbocation qui est formé, qui est plus stable, donc comme par exemple un carbocation tertiaire, cette première étape-là va être favorisée et c'est ça qui va venir augmenter la vitesse de ma réaction. Ensuite, dans tous les cas, je pourrais avoir mon nucléophile qui viendrait attaquer mon carbocation pour donner le produit. On va donc dire, dans le fond, que lorsque j'ai un carbocation tertiaire ou, dans le fond, n'importe quel carbone qui va être particulièrement encombré, la substitution nucléophile 1 va être plus favorisée que la substitution nucléophile 2. Le deuxième critère qui va venir favoriser SN1 est un bon groupement partant. Ce critère-là va être beaucoup plus important dans le cas de la SN1 que dans le cas de la SN2. En fait, c'est que j'ai deux étapes dans le cas de la SN1. La première est, encore une fois, notre étape lente. Si j'ai un bon groupement partant, cette première étape-là va se faire beaucoup plus facilement. Donc, si j'ai un groupement qui a de la difficulté à partir, comme par exemple, on a parlé du fluor tantôt, bien, cette première étape-là va se faire beaucoup plus lentement et à ce moment-là, la réaction au complet va être beaucoup plus lente. Donc, je vous rappelle qu'on avait dit tantôt que dans le cas des halogènes, l'iode I- va vraiment être un meilleur groupement partant que le F-. Donc, dans l'ordre, pour les halogènes, ça va être I-, ensuite Br-, Cl- et F-. Donc, la réaction de SN1 se ferait beaucoup plus rapidement avec I- qu'avec F-, particulièrement pour la SN1, encore plus que pour la SN2. Par contre, la réaction de SN1 ne sera pas favorisée par un nucléophile qui est meilleur ou moins bon. La force du nucléophile, en fait, aura aucune influence sur la vitesse de la réaction. La raison de ça est que le nucléophile va simplement être impliqué dans la deuxième étape. La première étape étant l'étape lente, c'est celle-là ici qui va guider la vitesse de la réaction. Fait que dans le fond, une fois que la première étape est faite, c'est celle-là qui détermine si la réaction va être vite
ou lente, finalement, le nucléophile, qu'il soit bon ou mauvais, dans les deux cas, il va arriver à venir attaquer le carbocation qui va se faire beaucoup plus rapidement que la première étape. Donc, dans le fond, vu que le nucléophile n'est pas impliqué dans l'étape déterminante, dans l'étape lente, bien à ce moment-là, c'est pour ça que le nucléophile aura aucun impact sur la vitesse de la réaction. C'est ce qui met fin à la capsule vidéo sur les substitutions nucléophiles.